Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Javier Milei, 53 ans, complotiste, climato-sceptique, arnaco-capitaliste, comme il se décrit, il vient d'être élu cette nuit à la présidence de l'Argentine. Quelle est votre réaction ? D'abord, je ne vais pas faire de commentaires sur un nouveau président élu en Argentine. On va voir ce que ça va donner. Mais malgré tout, ça doit nous rappeler que l'année prochaine, il va y avoir des élections très importantes dans beaucoup de pays de la planète. Bien sûr, chez nous, en Europe, il y aura les élections européennes. Il y aura également les élections en Ukraine, on va voir normalement. Et puis, il y aura les élections aux États-Unis. Et on sait, on a vécu la période de Donald Trump. On voit que depuis, les discours se sont encore plus radicalisés. Le populisme a encore de beaux jours devant lui. Ça veut dire, vous savez, le populisme, on voit que ça va, ça vient, parce que ça ne dure pas très longtemps. On l'a vu du reste encore dernièrement avec les élections qui se sont déroulées en Europe. Mais je pense que ça doit nous alerter, nous, Européens, sur le fait que plus que jamais, on doit dépendre que de nous-mêmes par rapport aux enjeux du monde. Et je pense en particulier également à la défense et à notre soutien à l'Ukraine. Parce qu'on entend ce que disent les populistes. Et donc, ça doit être un élément encore plus important pour bien faire prendre conscience à tous que ces élections, l'année prochaine, en Europe, vont être absolument clés pour notre protection et pour notre sécurité. Sur un tout autre sujet, Thierry Breton, la semaine dernière, un utilisateur de X, anciennement Twitter, a écrit sur le réseau social que les Juifs, je cite, encourageaient la haine des Blancs. Elon Musk, propriétaire de X, donc a relayé ce post. Et il a écrit, vous avez dit, l'exacte vérité. Est-ce qu'Elon Musk est antisémite, selon vous ? C'est pas à moi en juger, la loi est là, elle qualifie ses actes. En tout état de cause, moi je fais maintenant longtemps que je ne qualifie pas les tweets d'Elon Musk. En revanche, je qualifie ce qui se passe sur le réseau Twitter, c'est mon rôle, et notamment mon rôle de régulateur. Les actes et les propos antisémites sont évidemment condamnables et sont condamnés. Les plateformes qui les portent sont-elles obligées de les effacer immédiatement, faute de quoi elles encourent des sanctions graves. Voilà, alors derrière, évidemment... Mais quand c'est l'actionnaire oui. Lui-même de X en personne qui ne se conforme pas aux règles édictées par l'Europe, comment est-ce qu'on peut attendre qu'il les fasse respecter sur son réseau ? Parce qu'il y a une différence évidemment entre un actionnaire et le management dans toute entreprise du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, Elon Musk a évidemment la notoriété qui est la sienne, c'est une évidence, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Il n'en demeure pas moins que nous, en tant que régulateurs, avec mes équipes, on n'interagit pas avec Elon Musk, l'actionnaire, on interagit avec la directrice générale et avec les équipes en charge notamment de la modération. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je ne suis pas non plus naïf, je vois ce qui se passe, mais j'ai l'obligation, je dirais, qualité, de faire la part des choses. On a l'impression que justement vous maîtrisez, vous contrôlez pour ne pas contrarier Elon Musk. Est-ce que derrière, parce que la Maison-Blanche, dans la foulée du tweet d'Elon Musk, a condamné donc les termes d'Elon Musk. Dans la foulée aussi, de nombreuses entreprises et institutions, dont la Commission européenne elle-même, ont décidé de suspendre leur publicité sur le réseau. Il y a quoi derrière ça ? Est-ce qu'il y a la crainte malgré tout que si vous le sanctionnez, il renonce à investir notamment en Europe ? Alors absolument pas, c'est des choses qui sont totalement cloisonnées. Je ne suis en retenue de rien du tout, je suis uniquement le régulateur et donc je dois faire le travail que les co-législateurs m'ont confié, c'est-à-dire réguler les plateformes et veiller à ce qu'elles mettent les moyens pour se conformer à leurs obligations. Et c'est exactement ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons. On a du reste lancé 2 enquêtes successives, notamment sur X, précisément pour des propos de cette nature. Elles vont aboutir quand ? Elles vont aboutir dans les semaines qui viennent. Il y aura des sanctions ? Et je le rappelle, les sanctions, puisque c'est encore une fois la loi qui a été votée désormais, qui est notre loi européenne, les sanctions commenceront à être applicables dès la mi-février. Mais ça évidemment, veut dire qu'en l'occurrence, il n'y aura pas de sanctions ? Non, ça ne veut pas dire ça. On instruit, les obligations sont dues depuis le 25 août et les sanctions seront appliquées, si elles doivent l'être, à partir de mi-février. Et donc, on instruit les cas. Donc, il y aura des sanctions contre X pour les... Je vous dis qu'on instruit les cas, et donc je n'anticipe pas. Mais évidemment, si jamais nous avons décidé de rouvrir une seconde enquête, c'est bien que les informations qui nous ont été fournies n'étaient pas satisfaisantes. Mais ça peut aller jusqu'où ? Parce que le secrétaire d'État au numérique, Jean-Noël Barrot, disait sur France Info il y a quelques mois que ça pourrait aller jusqu'à l'interdiction de Twitter. Alors, il
il dit effectivement ce qu'il y a dans la loi, dans le DSA, qu'a voté évidemment le Digital la France, Service Act. Qu'a voté la France, évidemment que j'ai porté moi-même, qu'a voté aussi le Parlement. Effectivement, cette loi, donc désormais, qui régule les réseaux sociaux, c'est la première loi au monde, je le rappelle, qu'il le fait, peut sanctionner donc les plateformes jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et si jamais il y a répétition ou atteinte grave, je dirais, à l'ordre public et aux obligations qui ne sont pas respectées des plateformes, un juge peut être saisi et il peut aller effectivement jusqu'à l'interdiction temporaire de services sur toute ou partie du territoire européen. Thierry Breton, sur le conflit au Proche-Orient, on a l'impression que dans l'Union européenne, il n'y a pas de ligne claire sur la question du cessez-le-feu, par exemple. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, l'a redemandé hier, une trêve humanitaire conduisant à un cessez-le-feu. Ce que ne dit pas l'Allemagne, qui ne parle pas de cessez-le-feu, elle, c'est quoi la vraie ligne en Europe ? On ne comprend pas. Alors, d'abord, il faut savoir qui parle au nom de l'Europe. Et puis, les États, évidemment, parlent, je dirais, à ce qualité. Ils sont parfaitement libres et autonomes. Et c'est bien ainsi de l'expression donc, de leur politique étrangère, ainsi que leur politique de défense, du reste. Il n'en demeure pas moins que nous avons, nous, Européens, une expression unique. Alors, elle se construit comment, cette expression unique ? Elle se conseille dans ce qu'on appelle le Conseil européen des ministres des Affaires étrangères. Il s'est réuni il y a quelques jours sous la présidence du haut représentant de l'Union européenne, c'est Josep Borrell. C'est notre diplomate en chef. C'est lui qui est habilité à parler au nom de l'Europe après avoir travaillé avec l'ensemble des pays européens et mandaté par ceux-ci. On voit qu'il y a des divergences. Non, il n'y a aucune divergence. Je vais vous le redire. Je sais qu'on a pu penser cela, mais il n'y a aucune divergence. La voix de l'Europe, c'est 3 choses. D'abord, évidemment, faire en sorte qu'il y ait le plus de pauses possible, et le S est important, pour pouvoir permettre d'ouvrir des corridors humanitaires afin que le Croissant-Rouge, la Croix-Rouge puissent faire leur travail. C'est une urgence absolue. Le deuxième élément, c'est évidemment faire en sorte que si le droit d'Israël à se défendre est bien entendu reconnu, Israël doit veiller à respecter strictement le droit international et le droit humanitaire. Et puis, le troisième élément, c'est de commencer à réfléchir, à travailler à l'après, et notamment avec en ligne de mire ce que portent les Européens depuis toujours, la solution à 2 États. Ça, c'est vraiment la ligne. Vous avez l'impression que le gouvernement israélien l'entend ? En tout cas, il l'entend. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, la position européenne est désormais soutenue par les États-Unis d'Amérique. Et c'est important parce que jusqu'à présent, ce n'était pas aussi clair. Vous avez peut-être pu voir que le président Joe Biden s'est exprimé de façon très claire, à travers une tribune, du reste pas plus tard que samedi, dans le Wall Street Journal, et dans laquelle il indique le Washington Post, et il indique précisément que c'est la ligne qu'il va falloir mener. Voilà, alors pour ce faire, nous avons une activité diplomatique extrêmement intense. Notre haut représentant, Josep Borrell, est actuellement au Moyen-Orient. Il voit l'ensemble des pays concernés. Bien entendu, il était en Israël. Bien entendu, il est aujourd'hui, du reste, en Jordanie, à Amman. Il était hier au Qatar. Et donc, il discute, il négocie, donc au nom des 27, sur la ligne que je viens de vous indiquer, avec évidemment, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était une évidence, avec en priorité absolue la libération inconditionnelle des otages, bien évidemment. Et ça, c'est, si vous voulez, les 2 priorités, je dirais, de l'Union européenne. Libérer l'intégralité des otages immédiatement et sans condition. Et deuxièmement, ouvrir des corridors humanitaires le plus rapidement possible par rapport, je dirais, à la tragédie. Les Nations Unies ont qualifié ça, le secrétaire général, de carnage. Il faut donc maintenant vraiment ouvrir ces corridors le plus rapidement possible. C'est ce que dit aujourd'hui, évidemment, Josep Borrell en notre nom à tous. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur. Vous êtes notre invité jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h42. Maureen Sfignard. Après plus d'1 mois de guerre au Proche-Orient, Emmanuel Macron interpelle le Premier ministre israélien sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Le président affirme que la France est prête à accueillir des enfants blessés dans ses hôpitaux. Alors qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030, la majorité présente aujourd'hui une proposition de loi sur le bien vieillir, un texte qui comprend des mesures de lutte contre l'isolement, un dispositif pour signaler des cas de maltraitance, une carte professionnelle aussi pour les aides à domicile doit être créée. Un polémiste
climato-sceptique qui se définit comme arnaco-capitaliste à la tête de l'Argentine. Javier Milei, élu président selon les résultats partiels avec beaucoup d'avance, près de 56% des voix. Le nouveau président comparé à Donald Trump a battu l'actuel ministre de l'économie dans un contexte de forte inflation. La crise de l'eau, la sécheresse n'est pas réglée à Mayotte. À partir d'aujourd'hui, toute la population du département français va recevoir des bouteilles d'eau. Cela représente 330 000 litres d'eau distribués chaque jour. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur et notamment de ces dossiers très importants dans le quotidien des Européens, des Français, le numérique. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes en désaccord avec la France au niveau européen, avec ces nouvelles lois qui ont été votées en France cette année, qui instaurent une majorité numérique à 15 ans ? Non, d'abord, je ne vais pas être en désaccord. Nous avons une loi européenne. Cette loi européenne, et on en parlait tout à l'heure, c'est le DSA, elle s'applique à tous les États membres. C'est un règlement, elle s'applique donc de facto à tous les États membres. Alors maintenant, dans le cas, c'est une loi horizontale. C'est une loi qui doit veiller à ce que les moyens qui sont à mettre en place par les plateformes sont bien mis en place pour faire respecter le droit et le droit dans l'espace informationnel. Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre cette loi française ? Maintenant, les États peuvent évidemment faire des lois pour peu qu'elles soient évidemment totalement compatibles avec la loi européenne. Et en particulier, cette loi, elle est transversale, elle doit s'appliquer partout dans le marché intérieur pour pas qu'il y ait de différence. Donc, la seule discussion, et c'est normal, c'est mon rôle, vous savez, je le fais avec la quasi-totalité des pays, lorsqu'il y a des lois un peu spécifiques et que je dois veiller, je dirais, par rapport à ce que les co-législateurs, c'est-à-dire, encore une fois, notre démocratie m'a demandé de faire, donc que ces lois soient bien conformes avec la loi transversale. C'est exactement ce qu'on a fait sur le DSA. Je vais être très précis sur la loi française. Mes équipes ont donc eu des discussions avec les équipes du ministre du numérique français pour bien rappeler qu'il était important, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de protocole standardisé sur l'âge, le contrôle de l'âge sur les plateformes, et en particulier les plateformes pornographiques. On y travaille au niveau européen, que des pays commencent à le faire, c'est très bien. Et donc, face à cette expérimentation, mais on a du mal à comprendre, parce que un chiffre est important. 2/3 des enfants de moins de 13 ans, aujourd'hui, ont un compte sur au moins un réseau social, alors que c'est interdit. En quoi est-ce que la réglementation européenne permet de lutter contre ça ? Je vais juste terminer. Donc, sur les grandes plateformes, donc, il est juste indiqué, et on va aboutir évidemment, à ce que lorsqu'il y aura une loi européenne, et ce sera le cas dans quelques mois, peut-être semestres, à ce moment-là, la loi française, évidemment... Quelques semestres, c'est long. Vous savez, oui, c'est... Parce qu'en attendant, ces enfants, ils sont exposés en partant même. Non, parce qu'encore vous êtes en train de reprocher à la France d'aller plus vite que l'Europe ? Non, pas du tout, au contraire. Je dis que c'est parfaitement légitime qu'il y ait des expérimentations qui puissent se faire dans certains pays dont la France est pionnière, mais que, et c'est ce qui sera demandé, à partir du moment où il y aura une loi européenne, celle-ci, évidemment, devra se fondre, la loi française, dans la loi européenne. C'est tout, et on trouvera la solution. Mais parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui disent c'est maintenant que mon enfant est exposé, c'est maintenant, pas dans quelques sur les grandes plateformes, c'est autre chose. Il y a des obligations, évidemment, de contrôle d'âge. Il y a des obligations, évidemment, pour que les enfants n'aient pas désormais accès à des publicités qui soient des publicités ciblées par rapport au profiling que l'on peut faire des enfants. Ça, c'est interdit. Donc, il y a évidemment toutes ces obligations. Ces contrôles, ils existent. La vraie discussion, et qui est une discussion légitime, très importante, portée évidemment sur les plateformes pornographiques. Je le redis. Nous avons dit ce que nous devions dire pour le loi. Il y a aussi c'était la des discussion contenus très addictifs. Alors cela, c'est très addictif. Alors ça, vous permettez-moi pas tout mélanger. Ça, c'est autre chose. Sur les contenus addictifs, effectivement, c'est autre chose que la loi française. C'est effectivement le fait qu'il y a des obligations dans le DSA pour que ces contrôles addictifs soient désormais contrôlés, voire interdits. Et donc, on est en train de les vérifier. Nous avons aujourd'hui ouvert des enquêtes sur la quasi-totalité des plateformes sur cet aspect des choses. 4 d'entre elles ont une deuxième enquête, donc on est en train encore une fois de le faire dans la logique que je rappelais tout à l'heure, avec sanction à partir du 15 février. Thierry Breton, il n'est pas question d'abroger la loi française pour le moment. Mais non, je viens de le dire. Mais il est important que la loi française intègre dans son expression la dimension que je viens de rappeler, et ce sera fait. Voilà, chacun est dans son rôle. On vous pose la question parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 40 États américains qui attaquent Meta, la maison mère de Facebook et Instagram,
parce qu'il l'accuse de nuire à la santé mentale des ados, et ce, en toute connaissance de cause. On ne parle pas que de la pornographie, encore une fois, on parle de l'addiction aux réseaux sociaux. Est-ce que l'Europe pourrait faire de même ? Alors l'Europe, elle a sa loi. Et donc, encore une fois, je le redis, dans le DSA, il y a aujourd'hui tous les éléments pour pouvoir contrôler ceci. Les États-Unis n'ont pas de loi. Alors on verra si du reste cette mobilisation des 40 ou 43 États américains qui a été lancée le 23 octobre dernier aboutira. Il faut qu'il y ait une loi qui permette effectivement de sanctionner. Nous l'avons, et c'est la raison pour laquelle, je le redis, on l'applique. Elle sera appliquée. Mais vous, est-ce que par exemple, à titre personnel, vous êtes inquiet pour la santé mentale des jeunes Européens ? Alors ça, c'est une excellente question. Enfin, toutes sont excellentes, mais celle-ci est encore plus importante parce qu'effectivement, derrière, nos jeunes passent beaucoup trop de temps derrière les écrans. Aujourd'hui, en moyenne, on passe près de 6 heures par jour, 5h53 par jour derrière les écrans. Tous sur la planète, ce qui est absolument énorme. C'est 50 minutes de plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc, évidemment, et il y a des jeunes qui peuvent passer jusqu'à 10, 12, 14 heures par jour. C'est absolument intolérable. Donc, il y a des obligations, là encore. Et je vais vous dire, certaines plateformes, je ne suis pas là pour faire la publicité des unes ou des autres, mais certaines plateformes, dont certaines qui sont très populaires chez les jeunes, je ne vais pas les citer, mais elles se reconnaîtront. Bon, on va en parler tout de suite, c'est TikTok. Et ont mis maintenant des éléments de contrôle pour que les parents puissent le faire, et de façon extrêmement accessible. Voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place. Bien sûr, il faut aussi éduquer, et je voudrais dire un mot là-dessus, parce qu'évidemment, cette régulation, maintenant, il faut qu'on se l'approprie et que tous les acteurs se l'approprient, y compris dans le monde éducatif. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté, mais vous parliez de TikTok, mais est-ce que ça ne vous questionne pas qu'une entreprise qui est contrôlée par la Chine, puissance qualifiée de rivale systémique par l'Union européenne, déverse massivement des contenus qui s'adressent aux jeunes ici chez nous? Alors, TikTok, le siège de TikTok est à Singapour. On sait bien que c'est une entreprise chinoise. Le siège de TikTok est à Singapour. Maintenant, effectivement, nous contrôlons systématiquement donc, que TikTok réponde à ses obligations, y compris en matière de protection des données, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, notamment sur le transfert des données. Donc c'est extrêmement strict. J'étais du reste moi-même à Singapour la semaine dernière et je me suis entretenu de façon très approfondie avec la ministre du numérique, parce qu'évidemment, c'est chez elle que TikTok a son siège. Donc voilà, on est en train, je voudrais juste redire un mot sur l'éducation. Parce que vraiment, cette régulation maintenant, elle est là. Il faut que chacun se l'approprie. Il faut que chacun puisse faire comprendre, et notamment aux enfants et aux parents, que désormais, y compris dans les écoles, on a beaucoup parlé à juste titre du harcèlement. Lorsqu'il y a des événements qui sont des événements qui vont contre l'intérêt des enfants, contre la santé et qui portent des risques, il faut, et notamment le harcèlement, il faut que les enfants, les adolescents, voire les parents, aient une personne à qui en référer. Donc on a proposé, et je le reproposerai pas plus tard que jeudi prochain, nous avons une réunion avec ma collègue commissaire en charge de la jeunesse, donc, et qui réunira l'ensemble des ministres de l'éducation, d'avoir par établissement un référent DSA que nous allons pouvoir appuyer, aider pour précisément répondre aux questions, mais aussi nous signaler, parce que nous avons besoin de ces signalements pour pouvoir agir plus vite et condamner ceux qui doivent l'être. Je le dis aussi à tous ceux qui nous écoutent, c'est plus une zone de non-droit. Si jamais on commet vraiment une incivilité, et grave ou même pas, on peut toujours, à partir du moment où le juge est saisi, le retrouver. Attention, il n'y a plus, encore une fois, de capacité à ne pas respecter le droit. La loi est la loi. La liberté d'expression est absolument cardinale, mais on respecte la loi dans la cour de récréation, on doit la respecter aussi dans la rue et sur les réseaux. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info 8h51. Maureen Suignard. Une nouvelle plainte contre Sanofi. La mère de 2 enfants autistes attaque le géant pharmaceutique. Elle n'a jamais pris de Dépakine, mais travaille à côté de l'usine de Mourinx dans les Pyrénées-Orientales qui en produit. La Dépakine, médicament contre l'épilepsie, augmente le risque de malformation des enfants quand il est pris par les parents. Il n'y a pas d'accord entre le Hamas et Israël pour libérer des otages. Mise au point ce matin du Hamas, alors qu'hier le Qatar, pays médiateur, affirmait qu'il restait des obstacles seulement très mineurs en vue d'un accord.
Par ailleurs, le Hamas affirme ce matin qu'une frappe israélienne contre un hôpital de Gaza a fait 12 morts. Le secrétaire américain de la Défense est en ce moment en Ukraine, visite surprise dans le pays en guerre. Kiev qui peine à mener sa contre-offensive face à l'armée russe. Une de plus à son palmarès, une victoire pour le joueur de tennis serbe Novak Djokovic. Il remporte le Masters à Turin, cette compétition qui oppose en fin d'année les 8 meilleurs joueurs du monde. Djokovic qui dépasse désormais Roger Federer pour détenir seul le record du nombre de titres remportés au Masters. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser nos vies. Des pans entiers de notre économie vont s'effondrer, se transformer. 2 milliardaires français, Rodolphe Saadé et Xavier Niel, et avec l'ex-PDG de Google, Eric Schmidt, annoncent lancer un laboratoire qui sera basé à Paris. Est-ce que vous saluez leur initiative pour rattraper notre retard sur la Chine ou sur les États-Unis ? Oui, vraiment, je trouve que c'est une excellente initiative, que l'initiative de Xavier Niel et de Rodolphe Saadé, parce que nous avons en Europe plusieurs atouts absolument indispensables et uniques en matière d'intelligence artificielle. Le premier, c'est que nous avons, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est 3 choses très rapidement. Ce sont des données, c'est de la puissance de calcul et c'est des algorithmes et donc du savoir-faire. Eh bien, sur les données, on est maintenant vraiment le continent qui a bien organisé, le mieux organisé la gestion de ces données. Voilà, il faut des données spécifiques pour la santé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut des données spécifiques pour les voitures connectées. Donc tout ce qui va générer des applications spécifiques, il faut le faire avec des données qui soient sécurisées et dont on ait connaissance d'où elles viennent. Ça, c'est la régulation de l'AI Act que nous sommes en train de finaliser. On a le prochain, j'espère, dernier trilogue, donc le 6 décembre. Rodolphe Saadé, d'ailleurs, il a des craintes. Il dit, j'espère que la réglementation qui est en cours ne va pas nous empêcher d'avancer. Oui, alors là, vraiment, on peut le rassurer. C'est une régulation, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, qui est une régulation qui limite, qui indique les domaines qui sont des domaines à risque. Par exemple, ce qu'on appelle le social scoring. Vous faisiez référence à la Chine. Social scoring, c'est le fait qu'on trace tout ce que vous faites et puis en fonction de vos comportements, on vous interdit l'accès à tel ou tel lieu ou l'accès à telle ou telle profession. Ça, c'est strictement interdit. Donc, on a fait une régulation basée sur les risques. Et puis, la deuxième, c'est la puissance de calcul. L'Europe est le continent qui a le plus gros réseau d'ordinateurs et de supercalculateurs installés à travers notre réseau Euro HPC et qui va être mis à disposition précisément de toutes ces startups qui veulent innover, y compris du reste à celles qui vont naître de l'initiative de Xavier Niel et de Rodolphe Saadé. Et puis le troisième point, c'est évidemment qu'on a un système universitaire académique de premier plan avec des très grandes écoles, avec des ingénieurs de très grande qualité. Donc oui, je suis convaincu qu'avec tout ça, l'Europe va devenir le lieu où on va vouloir venir investir en matière d'intelligence artificielle. Thierry Breton, vous parliez des entreprises. Il y a une entreprise en pointe que vous connaissez bien, qui était en pointe, en tout cas Atos. Vous en étiez le patron juste avant d'arriver à la commission. Elle est en très grande difficulté aujourd'hui. Elle va être scindée en 2. Il y a des activités stratégiques. Est-ce que vous surveillez ce dossier, vous, à la commission? Non, moi j'ai pris l'engagement, lorsque j'ai été auditionné par le Parlement, de ne plus intervenir ni de près ni de loin sur les entreprises dont j'avais eu la charge. Ce que je peux dire, c'est que lorsque je l'ai quitté, cette entreprise n'avait pas de dette et était surtout le leader en cybersécurité et en supercalculateur et en intelligence artificielle et en quantique, parce que c'est ce que j'avais voulu pour l'Europe et pour la France. Et ça demeure, et c'est très bien. Est-ce que vous êtes attentif au fait que certaines activités d'Atos ne quittent pas l'Europe? Encore une fois, je ne m'exprime pas plus que ce que je viens de faire à l'instant. Il y a un autre domaine où tout va très vite. On parlait de l'intelligence artificielle, il y a le spatial également. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'Europe était leader de loin avec Ariane. Elle détenait la moitié du marché des lanceurs. On est complètement dépassé désormais notamment par SpaceX, Elon Musk toujours, et d'autres acteurs privés. À l'heure actuelle, on n'a plus d'accès, nous, Européens, à l'espace. Il n'y a pas de fusée opérationnelle. Comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ce retard? Non, alors il y a eu une décision qui a été prise il y a quelques années, notamment par l'ESA, d'abandonner les lancements d'Ariane 5 et qui est une fusée qui fonctionnait formidablement bien et qui nous a permis de mettre toutes nos constallations, y compris stratégiques. C'était une mauvaise décision? Écoutez, je n'ai pas à la commenter. En tout cas, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs, et notamment l'Ariane Group, devaient travailler à une nouvelle fusée, Ariane 6, dont
dont je dis, et je le redis, qu'elle sera une excellente fusée. Donc mais on l'attend avec impatience. Mais pour l'instant, elle a pris du retard. Elle a pris même beaucoup de retard. Et donc, entre-temps, l'ESA avait proposé de faire appel à la fusée Soyouz russe pour effectuer, et c'était avant évidemment le conflit en Ukraine, nos lancements. Il y a eu le conflit en Ukraine. Donc, l'ESA a arrêté évidemment cette coopération et on le comprend. Et donc, on s'est retrouvé sans lanceur, puisque les retards d'Arianespace n'ont fait que s'accumuler. Alors maintenant, heureusement, et c'est une bonne chose, il y a la visibilité, notamment en matière de financement. On a l'impression qu'on arrive au bout de cette période, mais entre-temps, moi, vous voyez, je suis responsable en tant que commissaire en charge de l'espace. Je ne suis pas responsable des lanceurs, peut-être malheureusement, parce que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup de leadership. Mais maintenant, encore une fois, après la décision qui a été prise, et notamment au Conseil des ministres, qui est le Conseil des ministres de l'ESA, il y a de la visibilité financière, et ça va dans le bon sens. Il faut que je lance, évidemment, nos équipes, donc en charge notamment du fonctionnement de la constellation Galileo pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est l'équivalent du GPS. C'est la constellation effectivement qui fait le positionnement par satellite. Il y a 3 satellites à lancer. Il faut les lancer. Pardon, il y en a 4 en fait. Il y en a 4. Donc c'est 2 lancements de 2 satellites. Donc on a demandé à l'ESA de nous proposer une solution alternative. Elle nous a proposé pour ces 2 lancements donc SpaceX. C'est encore une fois une proposition commerciale. Et donc, alors évidemment, si avant Ariane 6 fonctionnera, tant mieux. Sans ça, il faut que moi, j'assure la sécurité de notre constellation, parce que le positionnement par satellite, c'est absolument clé dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Salia, dans 5 minutes, les informer. Quel est le programme ? 2 sujets au menu. La grande fatigue des maires. Ils sont de plus en plus nombreux à démissionner en cours de mandat et pour cause, les violences à leur encontre ne cessent de progresser. Alors comment y mettre fin ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et puis, les économies à tout prix. Du côté de Bercy, Bruno Le Maire cherche à renflouer les caisses. Alors, c'est l'immobilier de l'État qui est dans le collimateur du ministère de l'économie. On parle de tout ça dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.